Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Une vidéo un peu particulière. Pourquoi ? Tous les ans, mon associé Évangélique Armitro et moi, on intervient au grand forum de la dominalité publique. Enfin, c'est un ensemble de 2 journées organisées par EFE. En général, je traite des questions de voirie. Et cette année, j'ai eu à traiter de la superposition d'occupation domaniale en matière de voirie, justement. Et très aimablement, cette intervention, qui faisait en tout à peu près 1h30, EFE m'a autorisé à vous la présenter sous un format beaucoup plus condensé pour qu'ensemble nous puissions survoler tout ceci. Merci à eux et on y va. Bon, superposition d'occupation domaniale, les superpositions d'affectation, en tout cas au domaine public, abondent et donnent lieu souvent à des régimes qui ont leur part de complexité. Une digue ou un barrage surmonté par une voirie, un croisement de voies de chemin de fer avec une route, un passage à niveau par exemple, ou un croisement de pont, chemin de fer arrivant sur le domaine public portuaire, passage piéton sur un cours d'eau busé, et puis évidemment les réseaux sous-viaires. La possibilité qu'on soit affecté à un domaine public, mais que très clairement je puisse aussi faire d'autres affectations, nouvelles ou secondaires, sans perdre la affection initiale, et résulte de toute une série de jurisprudences pour laquelle un arrêt important, fondateur, a été un arrêt du 5 mai 1944, Société auxiliaire de l'entreprise, où on admet que, oui, on peut avoir le quai de Seine, le port du Gros Caillou, affecté désormais à usage de promenade du jardin public. C'est pas pour autant que ce n'est plus du domaine public fluvial. Et très souvent on se dit, tout ça c'est donc des superpositions d'affectation. Superposition d'affectation, c'est quand j'ai plusieurs domaines publics, plusieurs domaines publics ou un domaine public à usage multiple pour lequel j'ai une coordination des acteurs avec une convention. Très souvent en droit de la voirie, avec le caractère attractif en plus de la domanialité de la voirie routière que nous allons voir, très souvent, on n'a pas une superposition d'affectation. Il y a une superposition d'ouvrage, mais pas d'affectation au sens juridique. Déjà, à la base, quand on ouvre les textes de droit écrit, notamment, par exemple, le L111.1 du Code de la voirie routière, on voit que le domaine public routier, c'est l'ensemble des biens du domaine public, État, département, commune, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. Et avec également tout ce qui est accessoire indissociable, bien sûr, L2111.2 du CG3P. Et dans ce cadre-là, c'est dans le domaine public routier que l'on retrouve les tunnels et les ponts, par exemple, hors pont mobile et basculant, même si en réalité ça sert à un autre usage. Après, on pourra passer des conventions pour se mettre d'accord. Les fossés aussi confèrent un arrêt à l'habit de 2014. Là, on est sur de toute manière un accessoire indispensable. Ainsi, par exemple, le Conseil d'État a-t-il jugé qu'un pont qui permettait à une route départementale d'enjamber un canal, propriété de l'État, appartenait lui-même au domaine public du département. Les ponts, parce que c'est un pont et que ça sert à assurer la continuité du passage. Département de la Somme, Conseil d'État 2001. Évidemment, les pistes cyclables, c'est à Marseille, et les voies vertes aussi ont un régime particulier, mais qui revient à appliquer le droit commun. C'est-à-dire que vous prenez le code de la route, R411.3.2, j'ai bien arrêté sur ces voies vertes, et lorsque la voie verte est créée sur une partie de domaine faisant l'objet d'une superposition d'affectation régie par une convention conclue en application du CG3P, alors, évidemment, je vais demander son avis à l'autorité gestionnaire du domaine. Bien. Prenons le cas, par exemple, pour montrer le caractère attractif des voiries à la base, le cas des lignes de tramway et autres transports en commun en site propre. On peut se dire un tramway, notamment s'il est ferré, c'est plus du public routier, c'est du ferré. Non, pas forcément. J'ouvre mon CG3P, L2111.14, j'ai la définition du domaine public routier, très bien. À l'exception des voies ferrées, on se dit, alors le TCSP, s'il est ferré, tramway ferré, on va être en dehors. Non, car le domaine public ferroviaire est constitué de biens immobiliers, non affectés exclusivement au transport guidé le long de leur parcours en site propre. Bien. À l'exception des biens mentionnés au L2111.14, donc des biens affectés à la circulation terrestre. Donc ça veut dire que si j'ai une voirie et que dessus je mets un TCSP ferré, il faudra que je sois bien TCSP, que j'ai un transport au minimum guidé en tout cas, mais il ne pourra être en domaine public ferroviaire et non pas routier que si j'ai bien séparé les deux, déclassé et reclassé, désaffecté et réaffecté, pour qu'on ait bien une séparation et que on ait bien une séparation des deux.
Si ça se croise et que je passe par le routier, ou si c'est légèrement à part le long de la route, mais que je l'ai jamais déclassé de la domaine public routier, je resterai en domaine public routier. Conseil d'État, 23 février 2000. On peut même avoir des cas où on a des servitudes qui vont se retrouver dans le domaine public routier, qui du domaine public routier vont se retrouver comme ça dans une ligne de tramway alors qu'à la base j'avais une servitude, et qui continueront à être considérés comme faisant partie du domaine public routier, notamment pour le régime très avantageux, où je vous rappelle que toutes les, y compris pour la servitude, ou tous les réseaux sous-viaires, doivent être déplacés aux frais des gestionnaires de ces équipements sous-viaires quand c'est dans l'intérêt du domaine public occupé, dans l'intérêt de la voirie. Ça s'applique donc même pour des biens qui a donné lieu même à des servitudes, qui étaient sous bien, puis arrive la voirie, puis après je me retrouve avec dans le cas donc d'une servitude de droit privé permettant l'implantation à ce moment-là, arrive le TCSP et le déplacement va devoir être également aux frais du titulaire de la servitude, dans le régime du cadre de déplacement de voirie, bien que ça soit en réalité un TCSP tramway, conduisant en l'occurrence à un déplacement de réseau de chauffage urbain, donc Conseil d'État 31 mars 2022, département du Val d'Oise. Bon, et puis donc évidemment, très souvent le juge aura la main un peu lourde pour estimer qu'on est on est occupant sous-viaire de la voirie, point barre, parce que ça aide à utiliser ce régime-là aussi. Hein. Bon, voilà. Il faut ici quelques jurisprudences. Bon, évidemment, on peut penser à tous les réseaux sous-viaires, mais attention, sauf grande profondeur. Par exemple, ici, c'est à Lyon, qui rappelle le fameux arrêt Véricel que voici ici résumé à l'écran de 71. Ça surprend toujours beaucoup les privatistes, ça, pour qui la propriété du sol entraîne celle du dessous, à quelques exceptions près, minière archéologique, etc., trésor. Mais là, on est en droit public, donc je peux avoir une distinction en fonction de l'usage. Un barrage peut être même l'accessoire de voie communale, c'est à Lyon de 2022. N'hésitez pas à mettre sur pause pour lire la décision, ce qui, encore une fois, montre bien le côté attractif de la voirie. Mais de plus en plus, évidemment, on est sur des superpositions complexes nécessitant de se mettre d'accord, de convenir de ces superpositions d'affectation et de faire des conventions à cet effet, qui dans le cas de l'État donne lieu en général à un arrêté puis une convention. Je vous ai mis un certain nombre d'exemples à l'écran de conventions des uns et des autres. Là par exemple, n'hésitez pas à mettre sur pause, un exemple entre l'État et le CD50 à Barneville-Carteret sur la superposition d'affectation au domaine public maritime, avec presque toujours les mêmes clauses qu'on retrouve de durée, de retour des biens, de contrôle des travaux de modification, qui sont des choses assez logiques, de redevances, et n'hésitez pas à mettre des annexes avec des tracés qui vont de telle parcelle à telle parcelle, si les parcelles sont numérotées, très bien, mais également avec des documents graphiques, c'est souvent indispensable. D'autant que les parcelles cadastrales peuvent parfois soulever un certain nombre de difficultés, et dans le domaine public, elles ne sont pas toujours numérotées, comme vous le savez, notamment pour le domaine public naturel, mais ça dépend un petit peu des régions. Alors, quelles sont les bases légales et réglementaires de ces superpositions en matière de voirie ? Eh bien, très souvent, j'aurai des transferts de gestion du domaine public, des conventions de gestion, des occupations d'occupation temporaire, qui sont d'autres cadres juridiques. N'hésitez pas à regarder au cas par cas, quand vous avez un dossier, un problème, l'avantage de telle ou telle solution. Mais c'est vrai que le cadre de ces superpositions, lui, c'est le L2123-7 du CG3P, qui nous dit qu'un immeuble dépendant du domaine public en raison de son affectation en service public ou l'usage du public, donc domaine public artificiel donc, peut, quelle que soit la personne publique propriétaire, faire l'objet d'une ou plusieurs affectations supplémentaires. Donc il y a quand même bien l'idée d'une affectation première et un peu prioritaire quand même, relevant de la domaine publique, dans laquelle elles sont compatibles avec la dite affectation. Là aussi, l'affectation première ne peut pas en souffrir, il faut qu'il y ait un rapport de compatibilité avec une convention pour régler les modalités techniques et financières de gestion de cet immeuble en fonction de cette nouvelle affectation. Évidemment, on est sur une autre logique que la simple convention d'occupation domaniale ou autre, avec des articles ensuite à appliquer, R21, 23, 15 et A17 du CG3P, qui sont donc à appliquer. Voici ici apparaître progressivement ces articles qui sont appliqués. On a une convention qui est appliquée après avis du directeur départemental des finances publiques par le préfet ou par l'autorité militaire pour le domaine public de l'État. Très bien.
Pour les établissements publics, on va avoir l'avis du propriétaire et l'autorité compétente de cet établissement public. Et l'autorité pour les collectivités territoriales, évidemment, délibération, puis convention signée par l'exécutif, classique, normal. Lorsque la superposition d'affectation sur un immeuble dépendant d'un public de l'État donne lieu à indemnisation, le directeur départemental des finances publiques fixe le montant de l'indemnité mise à la charge de la personne publique bénéficiaire. Nous allons y revenir. Donc j'ai bien une dépendance du domaine public qui doit affecter une destination nouvelle qui, en conservant sa destination précédente, avec un rapport de compatibilité et donc une sorte entre guillemets de double dominalité. Le rapport de compatibilité avec l'affectation initiale a donné lieu à certaines décisions, notamment un arrêt important, Conseil d'État 5 juin 2023, Lumen Technologies France. Donc voici ici par exemple un extrait des conclusions du rapporteur public dans cette affaire et on va bien regarder par exemple dans le cas des ponts s'il n'y a pas d'éléments perturbateurs au profit du domaine public initial, primordial. Le Conseil d'État dans cette affaire nous confirme qu'aucune règle de domaine public ne s'oppose à ce qui est cette superposition d'affectation, dès lors que j'ai ce rapport de compatibilité qui est rempli. Et la circonstance que j'ai une superposition n'interdit pas à l'affectataire initial d'autoriser l'occupation. C'était l'essentiel du litige en l'espèce. La capacité, donc j'avais VNF, on autorisait une affectation à un usage de voirie. La capacité de VNF à conclure des conventions d'occupation souvières n'était pas entamée par le fait que j'avais laissé dans le sous-sol d'un fossé adjacent une route départementale. Donc j'ai un rattachement en cas de superposition, une sorte de rattachement un peu matriciel, l'initiale. L'occupation aurait pu être considérée par exemple comme souvière, fluviale et autres, mais on a bien pris les documents cartographiques, pris en compte l'entretien du canal, les éléments de ce type-là, pour revoir quelle était l'occupation initiale et voir qui du coup avait compétence pour donner des occupations souvières, nonobstant l'affectation en question. Quelques autres décisions intéressantes sur le cas particulier des hallages et des berges ouvertes à la circulation du public qui s'affichent à l'écran. Dans ces domaines-là, on peut se retrouver avec des cas assez complexes. Là, je vous mets à l'écran par exemple une hypothèse où j'ai la collectivité européenne d'Alsace qui reçoit des dépendances immobilières affectées d'un public fluvial donné par l'État à VNF pour faire de l'hydroélectricité, et je vais avoir VNF, EDF du coup, puisque j'ai l'hydroélectricité, le préfet du Bas-Rhin et la collectivité européenne d'Alsace pour faire un certain nombre de choses. Et je vous ai mis ici, dans ce genre de conventions, qui peuvent être complexes, mais je vous ai mis ici des exemples, on retrouve finalement les mêmes choses. Toujours un rappel liminaire sur le fait qu'on est bien en superposition d'affectation et ce que cela veut dire. La compatibilité entre les différents usages qui, évidemment, dès qu'il y a de l'hydroélectricité, pour des raisons de sécurité, pour des raisons également de continuité écologique et autres, nécessite un grand nombre de mesures de prudence pour dire qui fait quoi et qui coordonne quoi. Évidemment, redevance ou pas redevance. Et vous vous souvenez que en redevance d'occupation domaniale, on va regarder l'usage qu'on en a. Enfin, il y a toute une règle. Là, c'est le préjudice financier. Donc là, en l'occurrence, par exemple, ça peut être à titre gratuit. Pas de, est-ce que ça constitue des droits réels ou pas? Normalement non. Exercice des pouvoirs de police, réglementation, répression, attention sur ce point, travaux d'aménagement, signalisation, équipement, l'entretien, le travail de poste d'aménagement, la vérification par les uns et les autres. N'hésitez pas à mettre des tableaux comme ce qui s'affiche ici, qui indiquent bien qui fait quoi et qui a la charge de quoi. C'est vraiment intéressant. Pour une gare maritime, voici un autre exemple qui s'affiche sur une convention de superposition. Alors, qui est intéressante parce qu'on est quand même censé aussi ne pas redevance en fonction d'un éventuel préjudice, mais s'il y a une exploitation commerciale, je suis pas censé non plus faire un cadeau sans justification. Donc là, par exemple, il y avait une rémunération en pourcentage, 5% en cas d'éventuel bénéfice gratuit sinon. Avec une description de la dépendance, affectation supplémentaire, signalisation, équipement. Vous voyez, on retrouve dans l'entretien. Mais évidemment, on est en maritime, donc on va avoir des parties sur les conditions d'accostage, la sûreté et la sécurité qui sont évidemment très différentes.
Dans ces superpositions d'affectation, et c'est les conventions qui vont avec, évidemment, il y a des règles spécifiques si je suis en maritime ou autre, et puis il y a les croisements entre réseaux ferrés et routiers qui sont le grand classique et qui donnent lieu à des dispositions spécifiques. Par exemple, c'est le cas des passages à niveau, avec l'article 55 d'un décret de 1997 qui ici s'affiche et qui pose le principe du croisement d'une ligne de réseau ferré national par une voie de communication publique nouvelle est interdit. Donc, a priori, on a bien des passages à niveau que sur des voies anciennes, avec un certain nombre de règles que vous voyez ici dans ce décret qui a été modifié. Le code de la route prévoit bien d'ailleurs que la priorité va au matériel roulant de la voie ferrée, oui, bien sûr, avec un certain nombre de règles que vous voyez ici. Et il y a eu, comme vous le savez, des drames. Le CG3P, qui précise la consistance du domaine public ferroviaire, prévoit, il y a des dispositions spécifiques en la matière, je les affiche ici à l'écran. Le CEREMA, dans un document qu'on a un peu de mal aujourd'hui à trouver, mais qui a le mérite d'exister, s'est penché sur la frontière des domaines des uns et des autres et par défaut, en disant on prend par défaut le prolongement des barrières, des feux R24 ou de la signalisation de position pour fixer la limite entre le domaine public routier et ferroviaire. Mais évidemment, je suis en la matière. En général, j'ai des conventions d'occupation, enfin des conventions de superposition ou d'affectation qui précisent ce genre de choses. À noter, il y a eu un rapport technique du BEA-TT sur une collision entre un TER et un autocar arrivé en 2008, qui était évidemment un drame, et un certain nombre de décisions au comité ministériel sur la sécurité des passages à niveau, conduisant au très contesté arrêté du 19 avril 2017, contesté essentiellement sur des raisons de méthode avec les associations d'élus, qui étaient de toute manière dans une époque de rébellion pour différentes raisons, et qui permettait un certain nombre de choses. N'hésitez pas à mettre sur pause, et ça a abrogé la fameuse circulaire du 18 mars 91. Je vous le dis parce que très souvent elle est encore citée. Non, elle a été expressément abrogée par ce texte réglementaire. Et texte réglementaire qui, dans un cadre un peu plus apaisé, a donné lieu à un autre arrêté du 12 décembre 2018. Puis une instruction sur la mise en œuvre des plans d'action pour la sécurisation des passages à niveau du 27 janvier 2020. Voici ici les références. Puis un autre décret encore de 2021, dont voici ici les références qui étaient prévues par la loi d'orientation sur les mobilités. À noter la possibilité d'ajouter pour certains passages à niveau des feux, les fameux feux R24, d'en ajouter plusieurs, arrêté du 13 juin 2022. Mais le texte de référence reste l'arrêté du 18 mars 91, modifié plein de fois qu'on a vu tout à l'heure, et qui identifie les passages à niveau de première, deuxième, troisième et quatrième catégorie. Et alors, ce qui est assez étrange, c'est que les conventions de superposition d'occupation domaniale sont prévues pour la quatrième catégorie, ce qui fait qu'on peut se demander s'il est totalement légal qu'il y en ait pour les passages à niveau de première, deuxième ou troisième catégorie ou pas. En tout cas, il y a un besoin de pratique de coordination, ça c'est certain, pour lequel je vous renvoie un document certes ancien, mais qui là aussi a le mérite d'exister, qui est l'accessibilité des traversées piétonnes au passage à niveau du CERTU de 2013, on le trouve facilement en ligne. Document qui n'est plus à jour techniquement, mais il faut combiner ceci avec les mises à jour techniques. Je n'ai pas trouvé de document de type CERTU, postérieur. Je peux avoir aussi le pont, c'est quand même plus classique, qui passe par-dessus la voie ferrée. Et là, évidemment, j'ai l'article L3321.1 sur les dépenses obligatoires du département en matière de voirie. Certes, mais c'est pas parce que j'ai une obligation de faire des dépenses en matière de voirie que j'ai une interdiction de prévoir une convention de superposition d'occupation domaniale pour supprimer un passage à niveau, un pont routier qui passe au-dessus de la voie ferrée et qu'on a passé une convention de superposition d'occupation domaniale. RFF disait non, c'est une dépense obligatoire du département, donc moi RFF j'ai pas à payer pour ta voirie qui passe au-dessus de ma voie ferrée. Réponse du Conseil d'État dans l'arrêt département de la Marne de 2012 qui s'affiche à l'écran, pas du tout, j'avais un ancien passage à niveau, j'ai fait une convention de superposition d'occupation domaniale. Certes, les domaines sont séparés puisque c'est un pont et l'autre en dessous la voie ferrée, mais j'ai quand même la possibilité d'avoir cette base juridique valide et donc le financement qui va avec qui est valide aussi. Je peux avoir aussi le ferré
qui passe au-dessus de la voirie. Grand classique aujourd'hui pour les réseaux express de type RER ou les nouveaux équivalents en région qui vont se développer dans le cadre des ERSM, pour lesquels je vous ai mis par exemple un exemple de convention entre le département de la Seine-et-Marne, SNCF Réseau en présence de Charles de Gaulle Express, et où vous retrouvez des conventions de supervision du coefficient domanial. Je vous ai mis ici les principaux articles qu'on va retrouver sur l'objet, les supervisions d'affectation, qui fait quoi en termes de gestion, entretien, surveillance, classique. Ces conventions-là, à chaque fois que je vous ai une fiche à l'écran, se trouvent assez facilement en les cherchant sur Internet. L'autre grand classique où il y a de la voirie sur les occupations domaniales, c'est évidemment les gares et notamment les parvis des gares. Et là, parfois, on va faire des découpages en volume. Parce que je peux avoir des parkings, puis au-dessus, je sais pas, une centre commercial, puis au-dessus une gare ou des choses comme ça. Donc là, est-ce que je fais une convention de superposition de coordination domaniale avec la gare routière ou ferroviaire qui sera en réalité le domaine public et le service public dominant d'une certaine manière avec ce rapport de combativité qu'on a vu, ou est-ce que je vais faire 40 divisions en volume, à voir. Mais le plus classique, c'est de faire effectivement de superposition d'occupation domaniale, notamment pour le parvis, parce que pour le parvis, vous aurez des problèmes. Voici l'exemple ici de la gare d'Hendaye. Vous aurez classiquement, dans quel cadre juridique sommes-nous, qui fait quoi, mais dans le qui fait quoi, j'aurai les trucs classiques, coordination des travaux, etc., mais j'aurai des spécificités. Vélostation avec différents acteurs possibles, j'aurai des agences de location de voitures, pour lesquelles on applique la READA, comme quoi ce n'est pas pour les besoins du service, donc c'est pas un marché public, mais j'aurai quand même des règles de mise en concurrence pour l'occupation domaniale, bien évidemment. Et puis j'aurai des cumuls de pouvoirs de police des uns et des autres, avec la police des transports, relevant du ministre, j'aurai la police de conservation du domaine, j'aurai l'autorité municipale qui pourra intervenir ou la police nationale. Donc là, il peut y avoir des choses un peu complexes à prévoir. Voici un autre exemple, par exemple, pour la gare routière, en l'occurrence, entre la ville de Béziers et la communauté d'agglomération de Béziers, en l'espèce avec une indemnisation de 20 000 € qui était prévue dans cette convention. Et je vous ai mis le sommaire pour avoir le contenu. Le plus compliqué sans doute, ce sont les superpositions d'occupation quand j'ai des digues dans le cadre de la GEMAPI, parce que j'aurai des systèmes d'endiguement que je vais faire, pour lesquels j'aurai un certain nombre de digues que je vais déclasser ou pas. Si je la déclasse, il faudra très souvent que je la désactive, que je pratique une brèche ou autre. J'aurai dans certains cas des conventions avec des zones d'expansion des crues, avec des voies ferrées ou routières qui vont servir d'arrêtoir d'expansion de crues, ce qui nécessite souvent d'indemniser en échange du fait que j'aurai tel ou tel type d'équipement. Et je peux me retrouver avec aussi la question de savoir si j'applique ou pas pour certains ouvrages à usage mixte, en cas de problème, l'espèce de présomption de non-responsabilité si j'ai fait mon étude de danger, ma notice, etc., et que j'ai bien fait mon système d'endiguement, qui est prévu par le Code de l'environnement. Précisons que j'ai en plus un certain nombre de transferts qui ont été prévus, notamment pour les digues de l'État, par un décret du 21 novembre 2023, à très brève échéance, puisque c'est en janvier qu'il y avait le transfert de ces digues, au 29 janvier, avec des conventions ad hoc, et l'obligation, qui doivent reprendre le cas échéant des superpositions d'affectation des digues, et un tri à faire, et des nouvelles conventions de superposition dans un grand nombre de cas. Quelques éléments aussi sur le lien avec l'urbanisme, où le juge a pu admettre, je vous ai mis cet exemple de la CA de Versailles du 30 septembre 2024, qui accepte de manière assez souple que finalement je vais avoir une construction avec plusieurs éléments, et puis j'ai des constructions distinctes que l'une ne pourrait fonctionner sans l'autre, mais que ça ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique au sens de l'urbanisme. Voici ici la suite de cette décision. On est assez loin de ce qu'était la position du juge il y a encore quelques années. Donc, on a par exemple ici Théâtre Dijon 19 avril 2012. Aujourd'hui, on aura un sursis à statuer bien évidemment en la matière. Passons à la redevance maintenant. Je l'ai évoqué tout à l'heure, la superposition peut donner lieu à indemnisation en raison des dépenses ou de la privation de revenus.
On a vu qu'on avait de la gratuité ou autre, mais qu'on n'est pas sur une logique de RODP classique, ce qui est quand même un paramètre important quand on a à discuter. Parce que dans certains cas, on pourra se demander si je fais ce genre de convention ou si je suis occupant sous Vière ou sur Vière. Le cadre n'est pas le même du tout de ce point de vue-là. Avec le rôle, on l'a évoqué tout à l'heure, du directeur départemental des licences publiques, si on parle de l'État, et évidemment quelques hypothèses qui ont été discutées. Tout à l'heure, c'était sur le financement des uns et des autres, c'était sur les pertes de revenus éventuelles, je l'évoquais pour une gare maritime à Marseille. On a aussi, par exemple, sur l'obligation de verser une RODP à RFF quand j'ai des canalisations d'eau potable de la commune sur une parcelle qui appartient à RFF. Là aussi, tentative de dire, mais non, on a une superposition d'occupation domaniale. Non, et puis de manière, si j'ai pas de convention ad hoc, j'ai pas de présomption. J'aurais là aussi, par exemple, dans une cas d'une convention d'occupation domaniale du domaine public maritime par le conseil départemental de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'argument du département était de dire, bah non, on aurait dû signer une convention de superposition domaniale. La réponse est non, pas forcément. Et si je l'ai pas signé, je n'applique pas du coup les règles financières qui sont celles des conventions de superposition domaniale. Donc évidemment, on va se demander comment reconnaître ces hypothèses. Même chose que pour ce qu'on vient de voir pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Un département, celui du Cher, disait on est en superposition d'occupation domaniale sur ma voirie par le fait que vous mettez, vous, État, vos radars sur mon domaine, et puis derrière, j'exigerai des sous. Eh ben non, et alors il y avait différents arguments, mais celui comme quoi on aurait dû établir une superposition de domaine public n'a pas plus prospéré que les autres. Pareil pour les questions de superposition d'occupation domaniale, ou d'occupation ou d'usage annexe ou d'occupation domaniale, et parfois avec une question de savoir, quand j'ai et de la voirie et des fleuves et l'usage des bouquinistes, est-ce que du coup je n'ai pas une complexité telle que j'aurais l'obligation de faire une superposition domaniale? Non, même là j'ai pas l'obligation tant que j'ai pas signé une convention. Et puis par contre le juge au besoin va se demander quelle voirie nous parlons. On l'a cité tout à l'heure dans un certain nombre de jurisprudences. Là dans le cas des bouquinistes à Paris, dans un arrêt de 1998, époque où il y en avait encore beaucoup et là c'est un peu disparu ou ça s'est commercialisé d'une autre manière, on avait un rattachement à la voirie. Parfois, il y a une acceptation de la superposition, mais quand il y avait bien eu un accord et qu'on peut retrouver trace de quelque chose qu'on va requalifier comme tel, c'est l'arrêt humaine technologie qu'on a cité déjà tout à l'heure. On aura également des cas de débat sur le point de savoir si on a des superpositions d'occupation domaniale dans plusieurs sagas juridictionnelles, notamment dans le cas de Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec le préfet de la Vendée. Je vous ai mis ici plusieurs références. Et évidemment des problèmes de superposition d'occupation domaniale qui existent ou pas pour dépérer. Bon, en fait, on a d'assez nombreuses difficultés, il faut regarder les choses au cas par cas, et il arrive qu'on ait parfois des reconnaissances de domanialité publique contradictoires interdisant qu'on ait des superpositions d'occupation domaniale, et il arrive souvent qu'on arrive à des solutions classiques de délimitation. D'ailleurs, je vous ai mis ici une source intéressante qui est un plaidoyer pro domo pour les géomètres experts bien sûr, mais qui, par-delà une étude sur les difficultés d'identification et de délimitation des domanialités publiques, travaille également sur cette question d'identification de l'existence ou non de superposition quand j'ai ces contiguïtés ou superpositions de fait, et qu'on se demande si je suis en occupation domaniale ou en superposition. Je cite également un article ici d'un confrère, je les connais pas, ils sont souvent très bien, mais j'ai trouvé en tout cas leur article intéressant. Alors on est sur quelque chose d'un petit peu ancien maintenant, mais sur l'affectation, élément déterminant du régime des superpositions domaniales. Évidemment, chacun aura ses pouvoirs de police. On l'a eu encore une confirmation récente en matière de gens du voyage administratif de Nîmes du 29 mai 2024, ce qui est intéressant. Mais encore une fois, n'hésitez pas dans la convention à mettre des clauses sur ce point qui en général n'apporteront pas grand-chose au droit. La plupart du temps, on parle de droit que vous ne pouvez pas changer par convention. Mais ces articles-là seront utiles, s'ils respectent le droit, à des fins opérationnelles pour les services qui seront chargés de l'appliquer. Parce que vos services de police ferroviaire, les agents de VNF ou que sais-je, seront pas forcément diplômés Bac plus 15 en droit pour, comme ça, d'un claquement de doigts, savoir qui fait quoi, alors que là, vous avez des choses qui peuvent être intéressantes.
Pensez à faire un lien avec les servitudes ou en cas de mutation domaniale. Le professeur Yolka, dont on dira jamais assez les mérites dans ce domaine, a rédigé des choses intéressantes dans le Juris Classeur propriété publique sur ce point, reconnaissant que le rapport de compatibilité des servitudes s'avère plus rigoureux qu'en cas d'affectation unique, puisque la servitude devra être compatible en fait avec l'affectation principale, mais aussi avec les autres affectations reconnues dans cette convention de superposition. Oui, bien sûr. Sans doute avec une indemnisation qui, en cas de perte de la servitude par évolution de l'affectation, mais là aussi, le professeur Yolka, qui pourtant connaît à peu près tous ces domaines-là, en était réduit à des conjectures dans ce fascicule de Juris Classeur. Donc au total, quand j'ai ce genre de situation de superposition d'ouvrages et d'usages, je peux faire une convention de superposition, parfois des divisions au besoin en volume, des mises à disposition d'occupation domaniale, des cessions, parfois de la mutualisation, parfois un bon service commun de l'article 52.11.4.2 du CGCT peut suffire pour certains types d'ouvrages. Je peux faire une convention d'occupation domaniale, bien sûr. Parfois, je vais tout simplement faire des servitudes aux besoins conventionnels. On pense toujours aux servitudes légales. Puis je peux faire des servitudes conventionnelles pour un certain nombre de choses. Je sais pas, un surpresseur, par exemple, dédié à l'eau sur un ouvrage servant à autre chose. J'ai plusieurs cas juridiques possibles. Et c'est vrai que en voirie, il faut penser à la commodité de la convention de simple superposition et aux clauses financières et un certain nombre d'éléments, y compris pédagogiques, qui peuvent être intéressantes. Sur la fin de la superposition, pas grand-chose à dire. Je peux avoir la disparition de l'affectation initiale ou secondaire. Voici ici, par exemple, un résumé de l'état qui est assez classique. Et ceci, donc, vous le voyez, est un élément que l'on peut prendre dans sa complexité juridique, mais on revient in fine quand même à des choix, presque toujours, sur les solutions, et avec toujours des solutions qui ne sont pas les mêmes d'un s'explique ou l'autre. Quand j'ai un passage à niveau, quand j'ai de la GEMAPI, j'ai pas beaucoup de doutes sur le point de savoir quel est le service public qui va être prioritaire, quand bien même ce serait pas l'historique. Quand bien même j'aurais une superposition d'occupation domaniale et que à l'origine j'avais de la voirie, j'aurais quand même derrière des enjeux de sécurité et de responsabilité qui font que je serai obligé de sécuriser la priorité donnée à certains types de situations. Ça n'est pas le cas dans d'autres domaines, donc attention aussi à ne pas récupérer des conventions faites dans un domaine qui ne serait pas adapté au vôtre. Vous avez vu tout à l'heure d'ailleurs que sur les superpositions, y compris de ponts ferroviaires routières, on a des situations et des conventions assez différentes en réalité, alors même qu'on a un cadre juridique de droit écrit qui n'est pas mince. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos Cabinet Landau Associés, plus classiques celle-là. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.